Les entreprises font toujours beaucoup d'argent. En soi, c'est quand même un marché qui est constamment en croissance. Je sais ce qu'il faut faire pour aller faire des millions avec une agence. Dans 3 ans, j'ai une agence qui fait, je sais pas, 5, même 10 millions par an. Pour moi, en 2026, la prospection à froid, en vrai, c'est fini. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour passer un step suivant sans du coup passer par cette approche qui fonctionne plus, on va dire? Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit un Valentin. Valentin, comment tu vas? Yes, bah écoute, la forme et toi, très très content d'être là dans ce podcast. Yes, moi aussi la forme. La première question que j'aimerais te poser, c'est celle que j'ai l'habitude de poser. J'aimerais savoir si tu pouvais me raconter ta première vente en ligne et comment elle s'est passée. Est-ce que ça a déclenché chez toi, tout simplement? Ouais. Alors, la première vente en ligne, c'est une très bonne question ça. Beaucoup personne me l'a Ouais, posé et de deux, je vais parler d'un business, je pense que j'ai encore parlé jamais publiquement. En fait, ouais, avant, j'avais créé Concoursup qui est un business on va dire d'accompagnement pour les élèves qui voulaient intégrer des écoles de commerce. Et vraiment à mhm, l'ancienne, genre le système.io et où tu vends des formations, tu vois, genre c'était du SEO, tout page de mhm, vente en WordPress, tout page de vente en système.io. C'était vraiment à l'ancienne. Et j'ai fait ouais, la première vente qui était genre, c'était genre 650. C'était quand même pas mal pour des ventes, tu vois, en ligne, entre guillemets, faceless, etc. Et ouais, effectivement, en vrai, la première vente, tout est là. Ok, en fait, bon, c'était pas rentable parce que j'avais bossé, je pense, 6 mois pour 600 euros. Donc le ratio était pas ouais. excellent. Mais quand tu reçois, et je devais avoir, je pense, 19 ans, je pense, là-dessus. En mode, ok, bon, voilà, Ça j'ai fait. remonte. Ouais, carrément, ouais. J'ai fait genre Ok, ok. 600 euros. Et là, effectivement, dans le cerveau, il y a quelque chose qui est un peu clic. Et bon, je me suis jamais arrêté depuis, tu vois. Ok, ok. Et ça remonte à quand? 19 ans, c'était il y a pas si longtemps. J'ai 21 ans. Donc en Ouais, soi, c'était je ouais, vois. il y a 3 ans, on va dire. En vrai. Ok, ok. Et du coup, cette première vente t'a amené à créer Outbound aujourd'hui. Est-ce que du coup, tu pourrais prendre le temps de nous raconter un peu ce chemin-là, les grandes étapes, les moments clés, et ce qui t'a emmené ici aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors, ça, pour le coup, je pourrais en parler 10 heures. Donc, en vrai, n'hésite pas, c'est des questions plus Hmm. précises. Je te fais un rapide résumé. Après, tu me diras là où tu veux m'emmener, tu vois. Je sais pas exactement quelle est la DA de ton podcast. Pour te la faire courte, en vrai, après, du coup, la partie, on va dire, business en ligne, plus formation B2C, je me suis juré que je retomberai jamais dans la partie B2C. Donc, en gros, vendre à des particuliers. Je trouve que c'est beaucoup trop compliqué et le B2B m'attire beaucoup plus. Donc progressivement après, du coup, j'avais switch sur une partie entre guillemets lead generation un peu classique il y a quelques années, en partie sur la niche entre guillemets outbound. Je me suis fait connaître d'abord sur la partie juste LinkedIn outbound, et c'est là où entre guillemets j'ai fait mes armes, j'ai un peu construit, on va dire, ma première boîte, ma première entre guillemets notoriété, et progressivement au cours de pas mal entre guillemets d'événements, j'ai switché vers du coup là un programme d'accompagnement, un incubateur réservé uniquement aux jeunes fondateurs spécialisés dans le B2B, qui est des agences, des SaaS, des accompagnements, coach, peu n'importe. Faut qu'ils soient jeunes, ambitieux et dans le B2B. Et du coup, on est focus là-dessus pour les scales. Et là, actuellement, du coup, on est 4 personnes full-time chez Offbound. Bah, moi, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qui fait que tu veux plus travailler dans le B2C et cette différence qui a fait que tu as pris ton chemin et tu veux pas prendre un autre. Ouais. Bah, ce que j'adore vraiment avec le B2B, c'est que de un, en vrai, d'un point de vue purement entre guillemets rationnel, c'est un marché qui fait que entre guillemets croître. Même si entre guillemets là on dit ouais les gens ont plus d'argent, en B2C ça peut être très compliqué. Les entreprises font toujours beaucoup d'argent en soi, c'est quand même un marché qui est constamment en croissance. Et d'un point de vue plus perso, tu peux entre guillemets avoir un niveau entre guillemets intellectuel avec tes clients qui est quand même beaucoup plus avancé. En mode, tu vois, je veux bien en B2C en fait. Même si tu vends pas à des pigeons, même si tu vends entre guillemets des bons produits qui aident des gens, ça reste du B2C et c'est quand même très compliqué et tu t'es jamais entre guillemets en direct avec tes clients. Alors qu'en fait là, quand je suis en B2B, j'ai des personnes qui ont commencé par être mes clients, qui sont aujourd'hui tu vois des amis ou des personnes avec qui je peux partir en vacances ou avec qui j'ai des vraies relations parce que intellectuellement tu vois, je les traite plus ou moins Ouais. on va dire d'égal à égal, tu vois. C'est ce que j'aime bien en B2B. Ok, ok. Ah, je comprends totalement. Ouais, c'est sûr que quand tu parles à une personne qui a un objectif autre que business, on va dire, c'est compliqué d'avoir ce que toi tu recherches par rapport à ce que tu fais déjà, toi Ouais, de c'est ton ça. Et côté. surtout en plus après tu dois passer dans la partie entre guillemets vraiment purement psychologique en B2C, peu importe on va dire ce que tu vends. Alors qu'en B2B, tu peux te permettre d'être plus ou moins on va dire rationnel, même si bon en soi, les gens aiment bien dire que le B2B est rationnel, ce qui est faux. Ça reste quand même que des humains qui achètent avec leurs impulsions, tu vois. En tout cas, c'est plus simple et t'as pas besoin d'être dans le marketing un peu de masse, un peu gourou, un peu entre guillemets un peu too much dont je suis pas trop fan. Tu peux être en B2B, faire très peu de chiffres en termes de vues et pour autant faire pas mal d'argent, tu vois. Ouais.
C'est vrai que après B2B c'est large, mais moi quand j'ai travaillé dans le BTP, on va dire que ma cible c'était des gens qui faisaient 40 ans et qui avaient 40 ans et leur seule préoccupation, on va dire, c'était de faire plus de chiffres à la fin du mois. Donc ils étaient plus dans le factuel, dans le concret et c'était plus facile d'aborder des sujets qui parlent de croissance et toutes ces choses-là. Ouais, 100%. Et si tu pourrais me parler un peu plus de ton agence de call mailing, parce que je sais que c'était une partie qui était primordiale, on va dire, pour toi, vu que après tu as transitionné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as changé de modèle et que t'es pas resté dessus? Ouais, très bonne question. Tu m'as connu du coup à l'époque de l'agence Local Email, c'est ça? Exactement, exactement. Avec Ok. les looms personnalisés, il me semble. Ouais, bien, Si c'est bien effectivement. ça. C'est la belle Ouais. époque, par la belle époque. L'époque est belle encore aujourd'hui, mais effectivement, c'est ce que je faisais il y a quelques années. Alors, pour info, effectivement, j'ai totalement du coup arrêté ce business-là. Enfin, mon agence, elle n'existe plus. J'ai juste gardé le nom Offbound qui est le même, mais en soi, l'agence n'existe plus. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai switché vers un modèle du coup actuel, plus d'incubateur, d'accompagnement. Tout d'abord, en fait, il y avait un gros problème, entre guillemets, sur par défaut, un fondateur d'agence, c'est pas forcément très public. Et moi, du coup, je m'étais à faire beaucoup de contenu sur YouTube, sur School, sur LinkedIn. Et par défaut, quand tu fais beaucoup de contenu et que tu as une personal brand, les gens veulent bosser avec toi. Et du coup, veulent Mm. être accompagnés par toi. Alors que le principe d'une agence, c'est justement de créer entre guillemets, une boîte noire qui est totalement indépendante de toi et qui juste fait du cash, fait ta marge et recrute des employés. Et en fait, le gros problème, c'est que toutes les demandes que j'avais, c'était des personnes qui voulaient entre guillemets, se faire accompagner par Valentin parce qu'il m'avait découvert sur les réseaux. Mais moi, ce que je voulais leur vendre, c'est tu as un consultant qui va t'aider à faire tes campagnes. Il y avait un truc qui était un peu problématique là-dessus. De deux, en vrai, j'étais plus tellement aligné avec ce modèle parce que j'adorais créer du contenu. J'adorais, entre guillemets, vraiment éduquer les gens en soi. Et ça, avec une agence, c'est pas du tout le cas. Et j'étais là, bah écoute, je fais un peu un pari. Et en vrai, c'était un vrai pari parce que j'ai genre, arrêté l'agence, tu vois, presque d'un seul coup en me disant, bah écoute, là, j'arrête tout, je lance l'accompagnement. Au final, bon, c'était un très bon pari que j'ai fait. Mais sur le coup, en vrai, je savais pas trop dans quoi je partais, tu vois. Ok, ok. Donc en toi, on va dire que c'était le modèle Done for You qui posait problème, on va dire, dans ce que toi tu projetais de faire et ce que toi t'essayais d'avoir en termes de clients, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout le modèle Done for You. Et en fait, c'était la vision des prochaines années. En fait, je me rendais compte que, ok, bon, bah là, je sais exactement ce qu'il faut faire. Tous les 20 000 euros de chiffre d'affaires en plus, tu ajoutes un consultant. Je sais ce qu'il faut faire pour aller faire des millions avec une agence. Mais en vrai, ça m'excitait pas. Genre, j'étais là, ok, vas-y, je réfléchis à la vision. Ok, dans 3 ans, j'ai une agence qui fait, je sais pas, 5, même 10 millions par an. Ça m'excitait pas d'être un CEO d'agence. En vrai, c'est pas ce que je voulais. Et je voyais du coup d'autres personnes plus qui justement avaient une personal brand vraiment développée et avait tout un écosystème autour de cette brand qui en vrai ça pour le coup ça m'excitait beaucoup. Donc pour ces raisons-là, j'ai dit ok bah écoute, j'arrête dès le début et du coup j'ai quitté l'agence en vrai rapidement. Enfin l'agence je l'ai pas eu très longtemps au final. Ouais. Donc tu avais déjà cette vision-là, on va dire, parce qu'en fait, ça correspondait pas au final à la version finale du business que tu voulais à la base. Ouais, 100%. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à beaucoup de clients enfin, sur la partie vision, parce qu'en fait, les gens n'ont pas une vision assez claire. En vrai, c'est le truc le plus important. Tu vois, c'est rigolo que tu me dises ça. Hier, j'étais encore en live, du coup, avec mes clients, et je leur posais, du coup, en one-to-one, c'est quoi leur vision. Et ça peut paraître un petit peu bullshit, un peu erroné, tu vois, genre, c'est quoi la vision. Mais en vrai, c'est quand même vraiment la base, parce que toutes tes actions vont quand même être définies sur tu veux être où il y a dans 3 ans ou dans 10 ans, tu vois. Ouais. Et si jamais je te pose la question de imaginons dans le scénario parfait que ton business se développe et que tu es, entre guillemets, à l'endroit où tu rêves d'être dans 3 ans, est-ce que tu as vraiment envie d'être là, tu vois? Bon, la réponse, moi, c'était Ouais. non. Donc, en l'occurrence, bon, bah, le choix était vite fait, tu vois. Ok, ok. Et ça, c'est ce que tu essayes d'inculquer le plus aux gens que tu accompagnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi, des piliers primordiaux euh, qui tournent autour de la vision et toutes ces choses-là pour que tu puisses accompagner au mieux les personnes avec qui tu travailles? Ouais. Alors, tous les fondateurs B2B qu'on accompagne, alors, c'est sur des grandes bases, entre guillemets, théoriques. Et ça, après, c'est vraiment du cas par cas, tu vois. Pour les sujets précis, en général, c'est tout ce qui est création d'offres, positionnement, sales, inbound, outbound, structuration, délégation, scaling. Ça, c'est un petit peu tous les piliers. Pour répondre à ta question, si c'est purement la partie vision, moi, l'exercice que je fais, c'est à chaque fois à quel point ta vision est claire et du coup changer, entre guillemets, ce que tu fais tous les jours en fonction de ta vision. Par exemple, là, bah, hier, du coup, je posais la question. J'avais un client qui me disait, moi, je sais que dans 2 ans, je vais arrêter le business en ligne. Ce que je veux, c'est mettre le plus de cash de côté durant les 2 prochaines années,
arrêter, prendre une maison à la campagne et être tranquille. Dans ces cas-là, si jamais tu as cette vision-là, ça n'a aucun sens de faire du contenu parce que le contenu, tu as une rémunération qui est trop longue. Dans ces cas-là, c'est ce que je dis, bah écoute, balance tout en outbound, en ads, tu délègues, tu fais entre guillemets du mass extract, tu bourrines le marché et tant pis pour tes concurrents, mais juste tu ruines tout. Comme ça, tu fais le plus de cash possible dans 2 ans, tu vois. À l'inverse, une autre personne qui me dit, l'objectif, du coup, c'est d'être encore là pendant 20 ans et de construire un vrai groupe d'agences. Ok, bah dans ces cas-là, ta prio, c'est de devenir très très bon en recrutement parce qu'un business d'agence, c'est qu'un business de recrutement. Dans ces cas-là, dès maintenant, focus sur la partie recrutement. Donc c'est vraiment le focus que j'étais dans tous mes clients, juste vraiment se poser la question de c'est quoi ma vision et du coup, c'est quoi mes tâches prioritaires sur les prochains mois, prochaines années. Ok, ok, intéressant. Par rapport à la personne du coup à qui tu as conseillé de se focus réellement sur la prospection à froid, comment tu vois toi la prospection à froid en 2026 parce que ça a pas mal évolué et je sais que c'est un point important on va dire dans l'écosystème. En, en- Attends, je réfléchis à ce que je vais dire. Pour moi, en 2026, la prospection à froid, en vrai, c'est fini. Ça me fait mal de le dire parce que du coup, j'en étais un fervent défenseur, mais en vrai, ça marche plus. La partie outbound, ça peut encore marcher sur des signaux vraiment chauds avec plein de manières dont je pourrais un peu te détailler, mais la prospection à froid, comme on l'entendait, à part le call call qui étonnamment marche encore bien parce que c'est vraiment d'humain à d'humain, tout ce qui est Ouais. prospection à froid en message, peu importe le canal, en vrai, ça ne marche plus ou presque plus. Ouais. Bah, justement, en fait, en parlant de ça, quand j'ai vu que tu avais transitionné de cold mailing à incubateur, je me suis dit, est-ce que si toi-même tu étais dans le domaine, est-ce que ce serait pas du fait que tu as remarqué, tu as vu des signaux qui faisaient du coup que la prospection à froid, c'était pas la bonne chose à faire actuellement et qu'il fallait viser d'autres approches tout simplement. Euh, 100%, forcément, enfin, aujourd'hui ça paraît un peu être une évidence à l'ère de l'IA, etc. Ah bah prospection à froid c'est fini, on est en 2026. En 2024 ça n'était pas encore, c'était pas encore ultra évident, mais moi je l'ai quand même voyé arriver parce que déjà l'arrivée de juste la partie IA avec les inbox qui sont automatiquement triés, en fait aujourd'hui tu peux même plus contacter quelqu'un sans qu'il soit d'accord parce que dans tous les cas l'IA fera le travail avant d'exclure le message. Et c'est déjà beaucoup le cas sur les filtres Gmail, sur les filtres LinkedIn, WhatsApp, Instagram, peu n'importe. Tu vois, Instagram, on crée une catégorie du coup des requests. Tu vois même plus du coup les gens qui te prospectent. Donc déjà, tu vois, je sentais que ça allait être un peu compliqué. Et surtout, pour moi, c'était plus le levier entre guillemets qui avait beaucoup d'importance parce qu'il y avait plus d'humain là-dessus. Et en vrai, c'est soit tu pars sur la partie extrême technologie qui peut encore marcher. Donc, tu vois, de l'IA, de la personnalisation ultra, ultra avancée, très complexe, ou alors, entre guillemets, de l'extrême relation avec des humains. Je suis plus partisan de ça. Et effectivement, je trouvais que la prospection par email, prospection par message en général, en vrai, ça allait dans tous les cas se finir, quoi. ok, ok. Et du coup, si aujourd'hui le code ne suffit plus à construire quelque chose de vraiment scalable, on va dire, qu'est-ce qui manque euh, aujourd'hui pour passer un step suivant sans du coup passer par cette approche qui fonctionne plus, on va dire, Ouais. Tu comme parles de avant. quel type de business? Ceux que tu accompagnes principalement, des agences B2B. Ouais. Alors, en l'occurrence, moi, c'est pas quand même pas que les agences. En vrai, on a de plus en plus de SaaS, voire d'accompagnement B2B. Je dirais que c'est Ouais, 50% agence et le reste, c'est SaaS, coaching B2B ou accompagnement B2B en soi. Mais la réponse, tu vois, est la même. En B2B, déjà, il y a la partie contenu qui est en vrai ultra intéressante et qui, dans tous les cas, faut avoir. En général, il te faut quand même un combo de 3 canaux de distribution. Et ça peut être très très large, hein. C'est pas le classique juste Instagram, LinkedIn, YouTube. Tu peux être très créatif. Ça peut être juste SEO, newsletter et réseau physique, ça peut être plein de combinaisons différentes, mais il te faut en général, de tous les clients, de ce que je vois, au moins 3 réseaux de entre guillemets, distribution différents sur lesquels tu scales. Donc à la fois ça, pour la partie on va dire purement inbound, conversion, branding, et ensuite pour le coup, aller mettre des systèmes pour aller activer cette base-là, et pour aller activer, soit tu as la partie ads, notamment les retargeting, aller du coup reprospecter en ads, on va dire, tous ceux qui ont déjà vu ton contenu, ou alors faire une partie setting qui en vrai marche encore très très bien, je le vois avec moi, avec beaucoup de clients, aller du coup faire quelque chose qui pourrait ressembler à de la prospection parce que du coup c'est du texte ou on prospecte, mais en soi ça n'a vraiment rien à voir parce que du coup tu vas aller prospecter une personne qui te connaît déjà, qui a déjà vu ton visage, qui a déjà vu ce que tu fais, qui est beaucoup plus qualifiée. Et là ce que tu fais c'est juste activer l'audience que tu as créée juste avant. ok, ok, intéressant.
Aujourd'hui, chez Outbound, du coup, la, la création de contenu, elle a pris une place importante. Pas mal, ouais. Comment, comment aujourd'hui tu t'organises par rapport à ça et c'est quoi votre vision par rapport à la création de contenu pour se renouveler, etc. et toujours apporter des choses pour, on va dire, atteindre le maximum de personnes possible. Ouais. Alors déjà, premier truc, j'ai délégué à 100%. Enfin, je suis encore la tête du business et c'est moi qui crée le contenu, notamment les contenus YouTube. Mais tout le reste, en vrai, c'est délégué. J'ai une personne full-time, Andriam, Head of Contenu, qui justement, il passe sa journée, entre guillemets, à créer du contenu et à recycler ce que je fais. Donc, c'est pas lui, enfin, sa tête n'apparaît pas publiquement, mais du coup, il fait ça toute la journée. Et le funnel, moi, que j'ai mis en place, parce que c'est important d'être partout, mais du coup, si jamais tu veux vraiment être partout correctement, tu perds un temps énorme. Et ce qu'il faut en général, c'est ce que je conseille aussi à mes clients, c'est avoir un canal main, on va dire, et tous les autres qui sont des slaves, entre guillemets. Donc, tu as un canal sur lequel tu vas mettre beaucoup, beaucoup d'efforts, et c'est là où tu vas créer. Et tous les autres, du coup, ça va être que, entre guillemets, du repurposing, comme on dit, ou du recyclage. Ça peut être Ouais, n'importe quoi. Ton canal principal, ça peut être YouTube, LinkedIn, Instagram, peu importe. Moi, dans mon cas, j'ai choisi que c'est YouTube. Donc, je passe beaucoup de temps à créer du coup des grandes masterclass YouTube que je suis encore en train de faire, tu vois, ce matin. Et une fois que la vidéo est tournée, là, j'ai du coup tout un système avec une personne du coup full-time qui le gère pour aller recycler ce contenu-là avec les bons formats sur chacun des canaux. Donc, moi, en l'occurrence, newsletter, Instagram, TikTok, LinkedIn, Substack, School, etc. et faire des vraies machines autour de ça. ok. Et du coup, ton canal d'acquisition, c'est YouTube. Euh, Est-ce que tu as remarqué un changement, on va dire, après avoir fait simplement de la prospection à froid et passer par ce canal où tu vas devoir expliquer, présenter tes méthodes et montrer ta vision en termes de qualification des prospects et de la maturation de ces prospects-là lorsqu'ils arrivent en appel de closing? Alors évidemment, enfin, les leads qui arrivent depuis YouTube, en vrai, enfin, c'est même pas du closing en vrai, parce qu'en général, ils veulent juste mettre la carte, ils ont deux, trois questions, mais ils savent exactement ce qu'on fait, les cas clients qu'on a, le programme qu'on a, comment on peut les accompagner. Donc effectivement, c'est ultra intéressant. Le seul point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est que il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, qui se disent, ah bah, tous les créateurs, ils font du YouTube, du coup, je vais le faire aussi. Mais typiquement, par exemple, quand tu as une agence, en général, c'est quand même pas tellement pertinent de faire du YouTube. Parce que par défaut, si tu fais du YouTube, les gens veulent bosser avec toi ou alors veulent apprendre à faire la compétence. Tous les gens qui regardent mes vidéos, c'est parce qu'ils veulent monter en compétence là-dessus, être accompagnés. Dans ces cas-là, c'est pertinent parce qu'après, du coup, ils prennent un appel de vente et ils rejoignent l'accompagnement off-band. Mais pour beaucoup d'agences, tu vois, le classique des agences SEO qui commencent à te faire des tutos SEO sur YouTube, bah, toute ta cible, ce qu'ils veulent, eux, c'est ne pas entendre parler de SEO du tout, même pas savoir ce que c'est qu'une balise title. Ce qu'ils veulent, c'est te payer 3 000 € par mois et déléguer ça. Donc faire un tuto SEO, en fait, ça n'a aucune valeur, tu vois. Donc moi, évidemment, les leads sont ultra qualifiés sur la partie YouTube, évidemment, mais pour beaucoup d'agences, je déconseille de faire du YouTube, ou en tout cas de faire du YouTube, entre guillemets, en mode un peu tuto, ouais, tutoriel, quoi. Ok, ok. Et les as dans tout ça, est-ce que t'as une vision, une pensée par rapport à ça? Parce que on va dire que souvent, les gens ils le comparent, l'organique et l'ads. Donc il y a forcément cette vision derrière. Je peux te donner ma vision. J'ai encore jamais fait d'ads. C'est prévu. Les prochaines ads que je ferai, c'est la partie retargeting, qui est en vrai très très simple à faire. Juste, je mets des pixels un peu partout et je retarget les gens qui n'ont pas encore rejoint Offband, mais qui ont consommé mon contenu. C'est en vrai, c'est les ads les plus simples à lancer et ça vaut. Enfin, c'est facile à faire et ça vaut très peu cher. Enfin, avec même quelques centaines d'euros par mois, je pense que tu peux faire des campagnes de retargeting pertinentes. Mais pour le coup, la partie ads, pour moi, est pertinente. De un, quand tu as quand même un peu de contenu qui tourne derrière, si tu fais full ads, c'est quand même compliqué. Et surtout, si tu as des bons systèmes adaptés, parce que les leads qui arrivent en ads, ça a vraiment rien à voir avec ceux qui arrivent du contenu, par exemple. Genre là, c'est si Ouais. aujourd'hui, du coup, je lançais des ads, je me ferais, je pense, défoncer sur les taux de closing et sur les taux de conversion, parce qu'en fait, on sera à zéro, parce qu'on arrive à une personne qui n'est pas du tout qualifiée, qui a vu je sais pas, un reel de 10 secondes pour faire 50 000 € par mois. Il arrive, il n'est pas du tout qualifié comparé à ce qu'on a sur YouTube. Donc, il faut vraiment avoir les bons systèmes derrière de, bah, typiquement, tu vois, warm call, dès que tu opt-in sur une ads, on te call pour booker un R1. Entre le call et le R1, on te bombarde de cas clients et de preuves pour que, entre les 2 jours où tu as répondu à l'ADS et tu as pris le rendez-vous, tu sois vraiment qualifié pour avoir des rendez-vous qui soient entre guillemets minimum qualifiés. Sinon, c'est un désastre en ads. Ouais, c'est clair qu'il faut que tu nurtures un maximum euh, lorsque tu fais des ads parce que
les gens, ils veulent régler une solution. Tu leur apportes une solution dont ils n'ont pas forcément la connaissance à 100%. Et c'est ça qui est bien, du coup, de bombarder de cas clients, comme tu as dit. Euh, c'est clair. Au niveau des systèmes et de la structuration des agences que tu accompagnes et la tienne, c'est quoi les process principaux, on va dire? Ouais. Alors après, encore une fois, moi, je me considère plus comme une agence. En vrai, j'ai pas d'agence et j'accompagne Ouais, pas un que les agences. accompagnement incubateur, pardon. Ouais. Non, mais non, Ouais, non, mais t'inquiète, parce que justement, comme les gens parfois pensent encore que j'ai une agence, c'est pour ça que je le répète, mais il n'y a pas ouais, de problème. Ta question, c'est sur les systèmes qu'on avait, c'est ça? ouais, Alors, vaste question. Je différencie dans mon cas, entre guillemets, quatre types de systèmes. C'est vraiment propre à mon cas, mais en fait, c'est le cas de, je pense, n'importe quel business en B2B. J'ai la partie contenu, la partie sales, la partie acquisition et la partie delivery. Ça, c'est vraiment les quatre parties de mon Notion d'équipe. Là, si jamais je te l'ouvre, c'est vraiment ça, tu vois. Et si tu veux, je peux détailler un petit peu ce qu'on a dans chacune de ces parties, mais en tout cas, c'est la classique acquisition, sales, donc sales, delivery et contenu. Contenu, c'est une brique que j'ai ajoutée. Et parce que n'importe quel business en soi, c'est juste, tu as trois trucs, c'est trafic, marketing, produit. Et juste, tout peut être divisé dans ces trois catégories, quoi. d'accord, d'accord. Toute cette information-là, on va dire que tu la prends de ton expérience, mais aussi de formations que je pense que tu aurais pu prendre par le passé. Euh, Où est-ce que tu t'es formé? Où est-ce que tu as appris de l'information pour en arriver là aujourd'hui? C'est quoi ton sourcing d'information principal? Mon sourcing principal, en vrai, il est là. C'est, hop, je sais pas si on voit, c'est ma Un Remarkable. En gros, bouquin? c'est tous les livres. Enfin, non, c'est pas un carnet, c'est une tablette, justement. D'accord. Ah ouais, ouais, ok, ok. C'est une T'écris liseuse où on dessus. peut écrire. Ouais, c'est un plaisir. Elle est très grande et très fine en plus, je pense qu'on le voit. Euh, je suis très partisan, entre guillemets, des principes premiers. Et Ouais, justement, j'essaie un peu d'aller à l'encontre en mode. Ouais, dernière mise à jour de Cloud Co, ça y est, tout le monde se rue là-dessus. Alors, je suis le premier évidemment à intégrer l'IA parce que c'est ce qu'il faut. Mais à un moment, en fait, il faut quand même aller à la source du savoir. Et en fait, tout le monde se recycle. Genre, et c'est normal, tout le monde se recycle. Donc, ok, bah, c'est quoi la première personne qui a dit telle chose, tu vois? Influence et manipulation de Robert Cialdini pour juste comprendre la marketing. Si tu lis ça, en fait, tu comprends toutes les vidéos marketing, même des gourous qui font ça récemment, tu vois. Récemment, ce que j'aime bien, moi, je lis Almanach de Naval Ravikant ça sur va juste, quand ça. tu te connais un petit peu, tu vois. C'est quoi les leviers principaux pour gagner de l'argent? C'est genre la brand, le capital, l'humain et le code. Et tu vois, il t'explique exactement, il te détaille ça. Bon, bah, remplir ton cerveau de modèles qui sont sains, qui sont simples. En vrai, je trouve que c'est le plus important avant de chercher, entre guillemets, la dernière stratégie à la mode qui marche en 2026, quoi. Ouais. Ok, ok. Ouais, c'est clair que, bah, par exemple, le bouquin de Naval Ravikant, je trouve qu'il parle, il est beaucoup plus axé sur le bonheur, enfin, je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, ouais. Euh, il est beaucoup moins technique et lorsqu'on m'avait proposé de lire une première fois, euh, vu que j'étais habitué à recevoir ce message de valeur, 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 lorsque je l'ai lu, bah, j'avais du mal un peu. Je me disais comment ça va me servir à atteindre X résultat. Je sais pas si tu vois à peu près Et la chose, et t'as pas la aimé, même du coup, chose. le livre? Moi, je l'ai Bien lu, je sûr que crois, si, une fois. Ah, bien sûr que si. C'est après que j'ai compris cette chose de principe premier, de retourner à la base, de think outside de box, ouais. principalement. Ouais, Je c'est trouve que c'est 100%. pertinent. Justement, je suis en train de checker. Alors, il en a fait d'autres, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'à chaque fois, du coup, c'est les extraits de podcast qu'il a fait. Tu vois, là, j'ai les 6 livres de Naval qui sont là. J'ai un petit peu tout. Alors, bon, D'accord. j'en ai pas mal d'autres. Mais effectivement, sur la partie Naval, bah, typiquement, c'est. Alors, partie business, c'est pas développé, mais en fait, t'as tout ce qu'il te faut, quoi. Il te dit, OK, bon, bah, principe premier, fais de la valeur et les gens te paieront pour ça. Quand tu crées une offre, ce que tu dois faire, c'est vendre quelque chose que les gens n'ont pas encore conscience dont ils ont besoin. Si jamais, du coup, tu veux gagner plus d'argent et avoir de la vraie richesse, utilise l'un des quatre leviers, du coup, qui sont code, contenu, capital humain. Et genre, au moins, à l'ère, tu vois, de l'IA, etc., bah, à chaque fois, je me pose la question de, OK, bon, bah, typiquement, Naval, qu'est-ce qu'il ferait à ma place avec tel principe premier? Et c'est plus ou moins comme ça que je réfléchis. Et j'évite, entre guillemets, vraiment d'entendre un peu le bruit qu'on a partout. Tu vois, je me coupe quand même pas mal des réseaux, etc. Parce qu'en fait, sinon, à chaque fois, tu as l'impression qu'il y a le nouveau funnel qui marche bien, la nouvelle stratégie qui marche bien. En vrai, à chaque fois, c'est que du recyclage, quoi. Ouais. Et comment tu penses que ce serait possible de délivrer
de la valeur dans son contenu sans forcément du coup se recycler et juste balancer des systèmes, etc. en donnant vraiment de l'information brute, comme par exemple les bouquins de Naval. Ouais. Bah, c'est devenu très très compliqué en fait d'apporter de l'information brute en vrai, parce que de un, si Mm. tu fais un truc très très brut, les gens pensent que soit c'est fait par ChatGPT, soit du coup tu l'as pompé quelque part. Donc en vrai, Ouais. le seul truc qui marche maintenant, c'est juste l'expérience en mode, au lieu de te dire, bon bah, grâce à Naval, j'ai appris que, je te raconte mon expérience avec tel client, voici comment on l'a scalé de 10 à 50K en faisant telle chose, tu vois. Et du coup, tu fais vraiment du cas par cas en mode expérience. C'est le seul truc pour l'instant que l'IA peut pas remplacer et je Mm. pense ne pourra pas. Donc juste, en fait, tu parles juste de toi et de ce qui marche pour tes clients et pour toi et tu t'arrêtes là. Ok, ok. Intéressant. Et par rapport justement à l'IA, comment tu te positionnes par rapport à ça, ton utilisation au quotidien et comment tu l'utilises dans ton business pour pas que ça fasse mauvais, mauvais dégâts, on va dire. Bah, contre l'IA, moi, ce que j'aime bien, c'est le truc qu'on appelle les humains, tu vois, et genre les recruter. Et j'ai l'impression vraiment que je vois plein de fondateurs, tu vois, parfois il y en a qui font 10, 20, 30, 40, 50K. Et en fait, parfois qui sont encore solopreneurs parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent tout automatiser, tout déléguer avec de l'IA. Alors tu peux aller très très loin, mais au bout d'un moment, en fait, la partie purement recrutement, en vrai, peut t'aider de compenser, tu vois, beaucoup de points que l'IA peut pas gérer. Par exemple, tu vois, je te prends un truc concret. Ma stratégie de contenu, tu vois, de repurposing, typiquement, juste là, mon format principal, c'est un bon gros MP4 de 2 heures ultra condensé en valeur que je mets sur YouTube. Après, tout le reste, c'est des systèmes pour le recycler sur tous mes autres réseaux. Je pourrais, peut-être, si jamais j'avais du temps, passer un mois à configurer des systèmes IA ou alors payer une agence 15 000 euros qui me le fasse et ça me coûterait, je sais pas, 500 euros de crédit. Je pourrais arriver à un résultat similaire, mais en vrai, je préfère m'en décharger totalement et payer une personne, du coup, avec un salaire classique par mois qui, justement, gère ça. Et j'ai l'impression que, justement, avec la partie IA, tout le monde veut, entre guillemets, automatiser le plus possible, déléguer le plus possible avec de l'IA, alors qu'en soi, tu te rends compte que déléguer à des humains, quand tu as des bons systèmes, que c'est clean, c'est parfois, entre guillemets, beaucoup plus intéressant de le faire. Ouais. C'est sûr que c'est quelque chose que tu dois inculquer aux personnes que tu accompagnes, parce qu'en fait, on va dire que tu accompagnes des gens qui sont dans une phase de structuration. Si je me trompe, tu me corriges, mais le but c'est de structurer de façon claire pour qu'ensuite l'intelligence artificielle vienne t'aider dans ça plutôt que desservir à t'aider à créer un système, une structure qui ne sera pas cohérente par la suite. Ouais, c'est ça. Enfin, il faut structure avant tout. Tu commences à déléguer et ensuite, pour, entre guillemets, aider les systèmes, aider les humains, tu peux implémenter de l'IA. Mais avoir un. Enfin, tout dépend des services, encore une fois. Mais si c'est la partie juste, entre guillemets, gagner un peu de temps, en général, ce que ça te prend aussi, c'est la partie charge mentale. Si jamais tu as un workflow qui pète, du coup, tu dois le gérer. Donc, soit, du coup, tu prends une personne qui gère ça à ta place. Mais le nombre de CEO que j'ai vu qui, en fait, certes, ont tout délégué avec de l'IA, mais en fait, ils bossent encore 12 heures par jour purement dans la partie opérationnelle parce qu'il faut gérer les robots qui travaillent pour eux. Moi, je préfère bien dormir la nuit et du coup déléguer ça à des humains qui gèrent les systèmes, tu vois. Ouais. Donc la vision de solopreneur qui fait tout à l'IA et qui veut scale à 100K par mois, tu penses que c'est trop idyllique pour être vrai? Non, non, mais enfin, ça marche, hein. Enfin, tout ce qui est entre guillemets infopreneur ou tu vois, e-com infopreneur, ça marche bien. Mais effectivement, j'ai l'impression Mm. que les gens ont putain, un peu, on va dire, biberonnés sur la partie solopreneur. Recruter, quand tu fais ça bien, c'est vraiment magique, quoi. Genre, tu prends une tâche, Mm. hop, bah écoute, là, je suis à l'équivalent de 30 heures par semaine. Je fais les bons Mm. systèmes, ça me prend 2 semaines. Je lance des recrutements, ça me prend un mois de trouver la bonne personne. Je délègue, ça me coûte un peu d'argent, mais beaucoup moins que ce que ça m'en rapporte. Et progressivement, en fait, tu vois, je m'enlève des blocs de 30 heures par semaine, 30 heures par semaine à coup de. Tu vois, genre, avant, je faisais la partie contenu. Hop, bah écoute, je prends une personne full-time. Hop, 35 heures semaine, j'ai pu le faire, il gère la partie contenu. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Ah bah là, je passe beaucoup de temps sur la partie acquisition. Ok, je passe un mois à faire des systèmes, je lance des recrutements, je prends une personne full-time qui gère la partie acquisition. Là, actuellement, du coup, je suis en train de faire pareil pour mon sales. Ok, bon, voilà, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps? Je tourne à 4 appels par jour de vente. Ça me prend beaucoup de temps, il faut que je délègue. Hop, je fais des SOP, je recrute et je délègue cette partie-là. Et progressivement, tu vois, je m'enlève des blocs de 30 heures par semaine au fur et à mesure. Ok, ok, c'est intéressant. Et dans ton incubateur, c'est quoi les grandes phases de croissance que tu imposes, entre guillemets, aux personnes que tu accompagnes pour essayer d'avancer le plus rapidement possible et au mieux? Si tu Ouais, avais trois, quatre grandes phases. ouais, c'est 100%. Alors, les phases qui, dans tous les cas, entre guillemets, tous les clients qui passent chez nous doivent passer.
Alors là, je parle de la partie, entre guillemets, déjà faire ses premiers, on va dire, 20 000 euros par mois. Enfin, on structure à différentes étapes, tu vois, de l'accompagnement. Ceux qui veulent faire 20, 50 et 100. Une bonne majorité des clients qu'on a, c'est des 20. Mais du coup, ceux qui ont déjà fait 20, on les accompagne à aller chercher les 50 et les 100. Par exemple, pour aller chercher, on va dire, les 20 cas par mois, en général, tu as vraiment un gros, on va dire, focus sur la partie offre. Et quand je dis offre, c'est pas juste, entre guillemets, c'est quoi ton prix, qu'est-ce que tu vends comme service. Mais en fait, l'offre, c'est aussi important sur la partie marketing que sur la partie delivery. Si jamais tu as une offre qui est facile à vendre, bah en fait, si jamais elle est trop facile à vendre et qu'elle est trop compliquée à délivrer, dans tous les cas, tu vas être bloqué là-dessus. Donc, en général, la première phase qu'on passe avec tous les business qu'on fait, c'est restructuration totale de la partie offre pour vraiment avoir une offre qui, par essence, est simple à scaler et peut marcher à 10, 20, 30, 50, 100 cas, tu vois. Ouais. De 0 à 20, justement, est-ce que tu mets l'accent sur, enfin, une priorité sur euh, ce qui se passe dans la tête, on va dire, l'identité, ce qui se passe dans la tête? Parce que souvent, on va dire qu'il y a beaucoup de barrières limitantes et de croyances limitantes qui font que les gens ne passent pas de 0 à 1, on va dire. Ouais. Alors justement, je vais le préciser d'ailleurs, j'ai dit zéro. Nous, sur le site, tu vois, sur les LP et en vente, on présente c'est Mm. de 3 à 20. Enfin, de 3 D'accord, 000 à ok, 20 000. ok. Justement, volontairement, j'exclus absolument tous ceux qui font pas d'argent ou ceux qui font pas beaucoup d'argent, parce qu'en général, c'est qu'un problème de mindset, et je pense que tu as des formations qui sont pertinentes là-dessus. Nous, c'est un accompagnement pour les gens qui sont déjà avancés. On prend que des gens qui font déjà du cash, qui sont déjà en B2B avec des clients et qui veulent du coup les chercher plus. Donc évidemment, en général, le 0 à 20, en vrai, il n'est pas possible. Par contre, le 3 à 20, il est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, les premiers 3 000 euros, typiquement, c'est les plus durs à faire, en fait, en général. Les premiers 3 000 euros par mois en business en ligne, là, faut y aller. Ça ne me regarde pas, entre guillemets, le contenu gratuit que je donne. Je pense que ça Mm. aide beaucoup, beaucoup de gens à aller faire leurs premiers 3 000 euros. Et une fois qu'ils ont fait les 2 3 000 euros, les rejoindre l'accompagnement. Mais effectivement, tu as raison de dire ça totalement. En dessous de 2 3 000 euros, en général, c'est que des problèmes d'identité, de mindset, etc. Et ça, en vrai, je peux donner des conseils sur perso, comment je l'ai géré. Mais en tout cas, j'ai pas envie de faire des formations pour apprendre à faire ses premiers 500 euros, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est plus compliqué, on va dire, parce qu'il y a tout un travail à faire enfin, tu dois vraiment décentrer toutes les croyances que tu avais et restructurer des bonnes croyances et pour passer à l'étape suivante. Ouais, c'est clair. Euh, on va dire maintenant, si on passe de 20 à 50 et 20 à 100, tout simplement, on va dire que c'est qu'une question de système et d'application à vraiment faire les choses, les process qu'ils ont déjà fonctionné et avoir du feedback, si on résume ça très grossièrement. Ouais, 100%. Ce qui se passe en général avec les clients qu'on accompagne, c'est que jusqu'à 20, en fait, c'est qu'une question de structure et ce qu'il faut, c'est avoir les bons systèmes. Et en vrai, c'est un petit peu, entre guillemets, un peu bourrin. Tu vois, pour monter jusqu'à 20, tu peux monter jusqu'à 20 si tu es un peu une brute d'exécution, tu délègues plutôt bien, tu as plus ou moins une bonne acquisition, plus ou moins des bons services. Mais en général, c'est pour ça, du coup, on a segmenté comme ça, parce que tu as quand même un vrai palier qui, en général, que tu tapes. Alors, parfois, les gens le tapent à 15, d'autres à 25, tu vois. Mais si jamais du coup tu commences pas à recruter correctement, c'est là où tu es bloqué en général autour des 20. Donc en fait, le vrai système en général pour passer des 20 à 50, c'est vraiment de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, qui du coup sont responsables de leur propre pôle, on va dire, pour que toi, le CEO, t'aies plus à gérer ça et t'aies plus la charge mentale là-dessus. Donc en général, le focus vraiment qu'on a pour accompagner le business de 20 à 50, c'est la partie purement recrutement, système, parce que du coup c'est lié. Quelle personne tu mets au bon endroit, comment tu fais en sorte qu'ils aient des bons résultats. C'est un peu le seul focus pour monter jusqu'à 50, tu vois. Est-ce que tu aurais, bon, t'as des cas clients, c'est sûr, mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment fulgurant, on va dire, et qui serait intéressant de démontrer, de partager? Ça, effectivement, j'en ai pas mal, hein. Les gens, il faut checker sur vente.fr, on en partage pas mal. Un qui est vraiment intéressant parce il a fait tout de manière un peu parfaite et du coup, c'est un bon cas client. Je pense notamment, tu vois, à Gaspard Frouchon, qui justement est très jeune, enfin, il avait 20 ans, tu vois. Il rejoint l'accompagnement, il me semble qu'il était, encore une fois, il était à 2 3 000 euros. Il vendait des services LinkedIn Ads en l'occurrence. Et donc, typiquement, voilà, le travail était fait sur la partie mindset, il était ambitieux, il était très très bon, etc. Donc, tu vois, j'ai pas à gérer cette partie-là. Il était là, bah écoute, là j'arrive, j'ai peut-être déjà fait un mois à 4 000 euros, on est entre 2 et 4 000 euros, qu'est-ce qui me manque pour aller scaler? En gros, du coup, lui, bref, entre guillemets, presque parfaitement, il a implémenté, on va dire, tous nos systèmes. Ok, on revoit la partie offre, on revoit la partie sales, on revoit la partie acquisition, on diversifie les canaux d'acquisition, on revoit l'expérience client, on structure ce qui se passe.
Et du coup, là, sur le cas client, du coup, il a stabilisé à 15 000 euros du coup, il me semble, 6 mois, tu vois. Ce qui est en soi pas mal parce que il avait 20 ans, il est arrivé, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, on voit plein de cas clients plus ou moins vrais. En mode, il est passé de 0 à 50 000 euros en 2 mois. Bon, ce que le gars dit pas, c'est qu'avant, il avait déjà fait 2 boîtes ou alors c'est pas vraiment du Ouais. chiffre d'affaires. Enfin, il y a toujours un petit peu cette partie un peu, on va dire, shady. Moi, c'est un cas client qui est classique, mais au moins, du coup, c'est 100% transparent. Effectivement, du coup, en 6 mois, tu mets les bons processus, tu stabilises à 15 000, que peut-être plus ou moins 20 000, tu vois, d'ailleurs. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on est en train d'accompagner pour aller chercher les 50 000. Ok, super, super. Là, j'aimerais parler au Valentin à Valentin, pas Valentin le dirigeant, même si c'est une partie de lui. Aujourd'hui, comment tu organises ta vie en fonction de ton business? Parce que du coup, à la base, euh, je sais pas c'est quoi ton why, mais on a tous commencé entre guillemets dans cette quête de liberté, on va dire. Donc, est-ce que c'est un résultat qui est atteint? C'est si tu peux nous en dire plus. Le, enfin, le résultat est atteint, mais du coup, une fois que tu l'atteins, tu te rends compte que tu as envie de beaucoup plus, tu vois, sans être, entre guillemets, frustré par ce que tu as. Mon but, moi, quand j'ai commencé, c'était, je pense, c'était euh, j'avais la vision, tu vois, du gars à Bali sur son Mac, tu vois, qui bossait à la plage, qui gagnait, enfin, tu vois, 3 000 euros à l'époque, moi, ça me semblait énorme parce que je pense que c'était un peu le plus gros salaire que j'avais entendu parler, tu vois. 3 000 euros sur mon MacBook, et j'étais là, putain, si dans ma vie, limite, tu vois, durant la trentaine, j'arrive à voir ça, en vrai, je suis trop, trop content, tu vois. Forcément, tu commences Mhm. pour ça, au final, tu te rends compte que, bon, bah, tu le passes, c'était là, bon, au final, ça change pas grand-chose, donc tu avances là-dessus. Donc déjà maintenant je suis totalement ok avec ça et je sais que pertinemment que je serai pas plus heureux quand j'aurai atteint tu vois les milestones que je me suis donné. Je serai pas plus heureux quand j'aurai 1 million, 10 millions, peu n'importe. Genre j'adore entre guillemets l'aventure, tu vois, enjoy the journey, mais je sais que je serai pas plus heureux, tu vois, quand j'aurai atteint tel ou tel milestone là-dessus, tu vois. Ouais. Donc, tes objectifs, on va pas dire c'est pas des objectifs de chiffres maintenant, c'est des tournées sur autre chose, on va dire, des expériences personnelles et autres. Les deux en soi. Bah, en fait, j'aime pas tellement la vision objectif parce que objectif, tu pars du principe que si je me fixe typiquement, voilà, d'avoir un patrimoine de 10 millions avant 30 ans, tu vois, par exemple, ça voudrait dire qu'en fait, je suis frustré tant que je l'ai pas. Et du coup, que je l'ai pas, enfin, Mhm. que comme je l'ai pas, du coup, je suis frustré. Et moi, je le vois un peu différemment dans le sens, dans tous les cas, je vais avoir 30 ans. Genre, c'est entre guillemets, je peux pas, enfin, normalement, si je meurs pas avant, tu vois, j'aurai 30 ans. Dans tous les cas, le temps passe, je peux pas rester bloqué. Donc, si jamais, dans tous les cas, je vais avoir 30 ans à un moment, quelle est, entre guillemets, la situation idéale que j'aimerais quand j'aurai 30 ans? Et je sais pas à quel point je suis bon pour expliquer la nuance, mais en vrai, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que avant, j'étais là, ok, bon, bah, à l'époque, objectif, vas-y, là, je fais à 30 000 euros par mois. Tant que j'avais pas 30 000 euros par mois, j'étais ultra frustré. J'étais, putain, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est moi qui suis pas assez bon? Est-ce que je travaille pas assez? Alors que du coup, maintenant, c'est un peu différent. Je suis là, bah, écoute, l'objectif, c'est, bah, typiquement, 10 millions avant 30 ans. Là, j'ai pas 10 millions, mais c'est normal parce que j'ai pas encore 30 ans. Donc, en fait, je suis en train de réaliser l'objectif et je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois, avec ça. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, après, on a souvent ce truc enfin, ce qui revient souvent, c'est l'objectif des 10K, des 10K par mois. Et tant que tu l'as pas, bah, ta vie, c'est un désastre. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et après, tu fais 10K, tu dis, en fait, je pense qu'il me faut au moins 20K parce que en fait, 10K, c'est pas assez, je fais pas assez de marge. Tu fais 20K, bon, t'es Ouais. là. Allez, il me faut 50, il me faut 50, hein. Et voilà, constamment, constamment. Ouais, c'est ça, totalement. Et on va dire qu'on est aussi dans un monde où on glorifie, on va dire, le fait de travailler 12 à 16 heures par jour, et c'est comme ça qu'il faut pour atteindre ces résultats. Comment tu arrives à faire la part des choses, on va dire, et vivre ta vie de façon pleine, on va dire? Je vis pas à Dubaï, en vrai, déjà, ça m'aide sur la partie hustle culture. Moi, je vis à Budapest, la vie est douce, hein, tu vois, là, il y a un petit coucher de soleil là sur la ville de Budapest, juste derrière, Ouais. ça se passe bien. Moi, volontairement, je voulais un peu enfin, me mettre à part, entre guillemets, pas faire les Dubaï et les Bangkok, etc. Là, j'ai un petit groupe d'entrepreneurs avec qui on s'entend bien, et je me sens vraiment bien là-dessus, et je pense que je vais y rester. Donc, effectivement, je bosse pas. En vrai, je calcule pas, je pense que je bosse beaucoup. En fait, c'est tellement pas du travail pour moi que c'est vraiment un plaisir, mais effectivement, je suis un peu Effectivement. contre la partie hustle culture. En mode, avant toute chose, dors 8 heures par nuit, mange sainement, fais du sport une fois par jour, va dans la nature une fois par semaine. Déjà, fais ça, et après, tu peux bosser si tu veux tout le reste, tu vois. Ouais. Ok. Et Budapest, vraiment, je connaissais pas trop en termes, enfin, sur le plan entrepreneurial, je savais pas qu'il y avait pas mal de personnes qui s'expatriaient là-bas, qui avaient un business. Est-ce que
ça a changé ta vision lorsque tu es arrivé là-bas? Ou Ouais, bien, 100%. Et il y en a de plus en plus, hein, pourquoi? Alors, j'en parle publiquement et je suis pas le seul à en parler. Et du coup, parfois, il y a des gens qui viennent me voir et du coup, au final, qui y restent. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à arriver à Budapest. Parce qu'en fait, en soi, à chaque fois, c'est. Bon, beaucoup de gens veulent partir de la France pour pas mal de raisons que je vais pas détailler. Mais typiquement, bah, quand tu as cette envie-là, tu vas où en fait? Ok, tu peux aller à Dubaï, tu peux aller à Bangkok, tu peux aller à Lisbonne. Et en fait, à part ça, enfin, il y a plein d'autres villes dans le monde, mais en fait, les réseaux un peu d'entrepreneurs sont quand même pas mal limités, entrepreneurs français, disons. Et Budapest, mhm, en vrai, ça devient vraiment entre guillemets, un peu une capitale entrepreneur français. Il y en a des dizaines, tu vois, qui arrivent tous les mois, entrepreneurs mhm, français que je rencontre à Budapest. Donc, je suis arrivé, en fait, bon, moi, je prends des décisions, on va dire, un peu vite. Je suis arrivé et le lendemain, du coup, je dis, vas-y, bah, je reste là, je prends un appart, je m'expatrie ici. Donc, moi, ça allait très, très vite. J'avais pas prévu de le faire. Mais au final, j'en suis très content. mhm. Ah, super, c'est cool. Euh, Est-ce que tu t'inspires, on va dire, des entrepreneurs qui sont pas français, on va dire, pas francophones, ou c'est pas du tout quelque chose. Enfin, par exemple, on a souvent cette tendance à dire le marché US, il est à des années-lumière du marché français, donc faut s'adapter, il faut regarder, il faut avoir une vision là-bas, et, euh, et c'est comme ça que qu'on avance, quoi. Alors, tout d'abord, j'évite quand même beaucoup de regarder du contenu en général. Enfin, de plus en plus, tu vois, j'ai pas TikTok, j'ai pas Instagram. YouTube, très rarement, il est bloqué sur mon ordinateur. Donc, j'ai une grosse session par mois que je fais pour aller voir un peu les concurrents. Mais j'essaie vraiment, tu vois, de me couper du bruit parce que c'est un peu, on va dire, anxiogène, tu vois, à chaque fois de voir telle personne a fait telle ou telle chose, etc. Si jamais tu veux des noms, alors moi, ce que j'aime bien, typiquement, bah, Naval Ravikant, en soi, tu vois, très, très Ouais. silencieux. Il fait ses millions, si ce n'est centaines de millions, je pense, dans son cas, tu vois, il a fait des bons investissements dans Uber et dans X au moment où il fallait. Et une autre personne qui est plus proche de ce que je fais, c'est Matt Gray, qui est très connu sur LinkedIn et qui a du coup, enfin, très connu, on va dire en général, sur LinkedIn, YouTube, Instagram, qui est justement un en business, entre guillemets, d'accompagnement pour les fondateurs. Il a exactement la vision que moi je veux avoir. En gros, pour te la faire courte, il a un peu les programmes que moi je propose. Lui, elle est du coup une brique plus loin avec du coup des masterminds présentiels que moi je vais développer. Pour l'instant, c'est pas ma prio encore de cette année, mais l'an prochain, je pense que ça va vraiment y aller fort. Et en fait, le gars fait un peu des tournées dans le monde pour aller faire des séminaires, des masterminds, t'appelles ça comme tu veux. Et il fait ça de manière très très habile en mettant le contenu, tu vois, au cœur de son business. Et je trouve ça très très smart. Et s'il y a bien une personne qui m'inspire là-dessus, ce serait Matt Gray pour ceux qui veulent le checker avec 2 T, Gray. Ok. T'es déjà parti à un de ces masterminds? Non, mais franchement, si jamais j'en prends un, ce sera le sien. Ok, ok. Parce que D'ailleurs, moi, j'ai jamais fait de mastermind, mais je pense que du coup, la valeur que tu dois prendre dans ces événements-là, ça doit être quelque chose quand même. Ça dépend c'est qui, effectivement. tout dépend ce que tu Ça appelles dépend, valeur. ouais. Je me pose la question actuellement parce que normalement en mai là je vais faire un. Alors c'est pas encore certain, mais en mai je vais faire un séminaire pour nos clients à Budapest. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils Ouais. étaient chauds pour venir à Budapest, tu vois, et ça serait très très cool tu vois, d'en faire un sur un week-end. Et du coup je me pose la question de, en vrai, où est la valeur lors d'un séminaire? Et je pense qu'elle n'est pas dans la formation que tu obtiens ou dans la formation parce qu'en soi ça, enfin, t'as pas tellement de différence de l'avoir en vrai ou de l'avoir sur un écran. Ce que les gens veulent en Les vrai ils payent pour connexions. connexion slash expérience. En vrai, t'as beau le Ouais. vendre comme tu veux en disant ouais, grâce à ce séminaire, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si le gars il paye le 3 000 € pour un week-end, ce qu'il veut, c'est juste passer un bon week-end, quoi. Il veut rigoler, il Ouais. veut apprendre, il veut se sentir un peu vivant, tu vois. Donc, c'est un peu les questions que je me pose récemment pour définir un peu le planning là, du séminaire que je suis en train de mettre en mode focus sur la partie expérience. Évidemment, du coup, il y aura des sessions de consulting en direct, en groupe, des masterminds, des présentations. Mais ce que les gens veulent en vrai, quand tu payes un mastermind, c'est je paye 3 000 € et juste je kiffe, quoi. Je kiffe mon week-end. Mm, mm. Ok, ok. Et donc pour toi, on va dire, c'est le point, on va dire, qui va faire grossir, entre guillemets, Offbound, ou c'est pas le point prioritaire pour que ça atteigne la vision que tu avais à la base. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si la partie présentielle, séminaire, etc., Mm. c'est le point qui va faire grossir le plus off-band. Par contre, je suis persuadé qu'en fait, dans tous les cas, faut passer par là. Parce que un petit peu, tu vois, comme l'industrie du DVD qui a été, du DVD ou du CD, tu vois, qui est totalement tué par les Spotify et Deezer. Parce que avant, tu payais pour écouter de la musique. Du coup, bah maintenant, tout est gratuit. Donc en fait, tu payes plus pour la musique, tu payes pour le concert en présentiel. En vrai, l'information, maintenant, ça va être pareil. Tu payes plus une formation 1 000 € pour apprendre à faire telle chose. Tu suis une personne, il te donne tout gratuitement, ce que je fais sur YouTube, et tu monétises en présentiel. Comme le ferait, tu vois, une Britney Spears, sauf que du coup, bah, je le fais à ma manière avec des séminaires, tu vois.
Ouais, Et c'est d'ailleurs, enfin, exactement ce que fait Hormozy. Il est là, ouais, il donne tout gratuitement. I have nothing to sell. Bon, c'est plus ou moins vrai, mais peu n'importe. I have nothing to mm, sell. Seul truc qu'il vend, c'est viens en présentiel, tu vois. Exactement comme les stars de musique qui ont été tuées par Deezer et Spotify. Et je pense que tout le monde va en revenir un peu sur une partie vraiment old school, vraiment présentielle. ouais, ok, ok. Euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais si on avait, enfin, j'ai une question que j'aime beaucoup Oui, poser vas-y, hein. aussi vers la fin. Si tous tes messages sur les réseaux, ils étaient effacés. Ah, Ça, mais c'est la celle-là, je l'ai fameuse vu, ça. question. Elle est dure, celle-là, je Ah, l'ai vu passer, la question. je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et si tu avais une minute pour laisser un message, qu'est-ce que ce serait? Ok, c'est ma question. On t'a répondu quoi juste avant, si t'as fait d'autres podcasts? Enfin, juste curieux de savoir enfin, à quel niveau tu veux la réponse. Je l'avais posé différemment la question auparavant. J'avais dit si tu avais une minute pour proposer ton service et c'est le seul message qui reste. Et il m'avait exposé sa vision et comment il amène des résultats à ses clients. Mais il a fait ça de façon très courte. Mais moi, j'aimerais que tu me fasses C'est un mieux. message, on va dire, assez général. Ouais, 100%. Alors, j'aurais peut-être dû la préparer à l'avance, mais en tout cas, les principes premiers, tu vois, par lesquels je vis, c'est à quel point tu dois vraiment définir ce que tu veux. Et c'est le truc pour moi central parce que si jamais tu n'arrives pas à savoir ça, t'es entre guillemets voué soit à être frustré, soit à pas être content à différents niveaux. Et ça va du coup sur la partie business, sur la partie pro. Genre vraiment concrètement, qu'est-ce qui me fait rêver, tu vois? Genre, si jamais tu as la vision de tel ou tel truc, le- où est-ce que tu as, t'as la boule sur le ventre, en mode, putain, j'aimerais trop trop faire ça. Et moi, j'ai tellement eu du mal à le faire parce que justement, t'es un peu bombardé aujourd'hui, tu vois, de tous les exemples d'infopreneurs, d'entrepreneurs en mode, tu vois, j'ai lancé mon business, je savais rien. J'ai fait quoi? J'ai fait de la formation sur système.io parce qu'on m'avait dit que c'était correct, tu vois. Ensuite, on m'a dit, ah bah non, les vrais entrepreneurs, ils ont une agence. Du coup, j'ai fait une agence, tu vois. Sans jamais me poser la question de concrètement qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui m'animait. Et du coup, justement, en fait, je me suis un peu vraiment libéré. Il y a eu un immense changement en mode, en fait, j'arrête de suivre les chemins, tu vois, qu'on me donne sur la partie business ou autrement. Qu'est-ce que moi, ça me fait kiffer? Mais en fait, je veux faire un business comme je l'entends, même si, entre guillemets, personne ne l'a fait. Peut-être même c'est pas la meilleure option pour gagner beaucoup d'argent. C'est le business, tu vois, moi qui me parle. Et j'essaie de faire ça un peu sur, on va dire, tous les pans de ma vie. Moi, juste qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer. Là, je suis en train de checker, tu vois, je suis jeune en général, les jeunes vivent en ville. Et là, du coup, je suis en train de faire des visites, tu vois, demain, j'en ai encore pour des appartes un peu dans les montagnes à Budapest, vraiment excentrés, tu vois, parce que c'est le truc qui me fait kiffer. Je me lève le matin, je pars courir dans les montagnes. Si je peux faire ça tous les jours, en vrai, ça serait insane. Mhm. Et Ouais, vraiment me poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me fait vraiment rêver. ouais, incroyable. Bah, je pense que on va finir sur ça. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir pris le temps aujourd'hui Merci à toi. et c'était un plaisir.